Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Hop là, la musique qui se lance tout seul, un classique. Pour le 71e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et cette semaine, ma foi, il va se passer plein de choses parce que effectivement, nous sommes à quelques jours du célèbre Halloween, ce qui est pour l'association qui porte les Intergalactiques un peu notre Noël à nous, on va dire. Et j'ai la chance et le bonheur de recevoir aujourd'hui Camille, a.k.a. l'horreur est humaine sur Instagram, qui programme notamment une belle soirée au Reverse ce samedi 29 octobre de 14h à minuit 45. Et on va en parler maintenant. Salut Camille. Salut Jal. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Pas trop la course en ce moment avec la préparation de cette soirée? Ça va, je suis bien entourée par des bons bénévoles des Intergalactiques. Oui, c'est parce que tu mènes toute une petite équipe là pour mener de front cette belle aventure qui approche. Bah oui, c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça à la base. Enfin, on m'avait plutôt proposé à moi de programmer quelques diffusions, puis au final ça a pris de l'ampleur au moment où j'ai proposé aux Inter et effectivement ça parle à beaucoup de gens Halloween, donc il y a plein de bénévoles qui sont super chauds de nous accompagner pour cette édition spécifique. Et du coup, c'est la deuxième soirée qui s'appelle donc Putréfiction. Tout à fait. Un beau nom que nous avons mis beaucoup de temps à trouver. C'est la deuxième édition. On en a fait une en juillet, fin juillet dernier, qui était sur un plus petit créneau. On a fait plutôt une soirée où on a diffusé un film pas si obscur, puisque tout le monde à peu près connaît Star Crash dans le milieu du nanar et de la science-fiction. Et on en a profité du coup pour proposer 3 DJ sets. C'est du coup le thème de ces soirées-là. Du coup, c'est de mélanger des genres cinématographiques avec des genres musicaux et c'était très bien, ma foi, cette première édition. C'était en plein juillet, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, on était une trentaine, mais du coup, ça démarre bien. Pour Reverse, en plus, c'était en plein mois de juillet, en plein mois de vacances, sur un week-end. Donc là, on attend un peu plus de monde. Pour Reverse, c'est bien aussi, parce que c'est un lieu qui est assez jeune, hein, qui a démarré, si je dis pas de bêtises, en mars dernier. Donc du coup, ils n'ont pas encore tout à fait un public identifié. Donc on essaie aussi de ramener le public des Intergalactiques vers nous. Eh ben, parlons un peu du Reverse, du coup. Ça se trouve où? Alors le Reverse, c'est au niveau de Croix-Paquet. 17 rue Royale, qui est une rue qui n'est pas très passante, contrairement à Croix-Paquet, donc on a un peu du mal à le trouver. En fait, c'est l'ancien théâtre du Nid de Poule. C'est une très jolie salle, du coup, qui est pas très très grande. Et de base, le Reverse, c'est une coopérative culturelle plutôt autour des musiques électroniques. Mais l'idée, c'est qu'ils ouvrent leur champ à plein d'autres pratiques. En ce moment, il y a du théâtre, il y a des drag shows, enfin, il y a pas mal de choses qui s'y passent. Et ils étaient super contents d'accueillir ce premier événement. Donc, ils sont bien impliqués aussi avec nous dans l'organisation. Coopérative culturelle, pourquoi? Coopérative culturelle, pourquoi? Je ne sais pas, parce que je n'en fais pas partie. Parce que, enfin, si tu veux, de base, en fait, c'est l'équipe de Club Safar, qui est je pense que c'est une association, hein, qui structure pas mal de DJ locaux, et donc qui a pour but de faire de la programmation dans pas mal de lieux comme le Terminal, par exemple, autour des musiques électroniques. Et en fait, ils se sont dit, ça serait intéressant d'avoir un lieu à nous. Donc, ils se sont réunis entre connaisseurs avec une équipe qui est plus technique, une équipe qui est plus sur la prog. Enfin, voilà. Et ça tourne pas mal. Et en fait, ça leur permet à eux de faire connaître pas mal de DJ méconnus et de proposer un format qu'il n'y a pas trop dans la musique électronique sur Lyon. C'est un format qui commence tôt et qui finit pas tard. Donc, on n'est vraiment pas en mode gros club. Ça change un peu. C'est plutôt une ambiance d'écoute active, en fait. Ce qui permet d'avoir peut-être un plus large panel de musique électronique que les musiques de club qu'on a l'habitude d'entendre un peu plus, comme des lieux comme le Terminal, par exemple, tu vois. Il y a aussi un disquaire à l'intérieur de cette coopérative culturelle, le Reverse. À qui je dois ces soirées, d'ailleurs, parce que c'est lui, en fait, qui a proposé de faire des diffusions au Reverse.
Alors Lloyd, son pseudonyme de DJ, et de disquaire, c'est Dr Lloyd. Il a effectivement un lieu dans le Reverse, donc une mezzanine où il propose énormément de disques plutôt axés musique électronique, mais pas seulement, en tout cas assez référencés. C'est un super disquaire qui nous avait accompagnés aux Intergalactiques sur la brocante des Intergalactiques l'année dernière. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que il écoute énormément les personnes, et donc il arrive en fait à faire des choix assez ciblé en fonction de ce que tu lui racontes. C'est un peu ça qu'on attend d'un bon disquaire. Voilà, donc il aura pas forcément ce que vous avez l'habitude de trouver chez les disquaires, mais des trucs un peu plus référencés. Et il sera là samedi, du coup, de 14h à 18h pour mixer, pour passer des disques et pour proposer des ventes thématiques, du coup, selon la thématique de l'événement. C'est déjà tout un joli programme qui s'annonce. Il y a, quand tu as eu l'idée de ces soirées, donc c'est venu un peu du lieu, mais ça a été aussi dû à tout simplement à l'envie de diffuser du film. Et quel style de film? Et l'horreur humaine vient d'où? Et quel film aime-t-elle? Qui est-elle? On veut tout savoir. Qui est-elle? Ça, c'est mon personnage un peu obscur. Du coup, à la base, j'avais pas forcément une envie particulière de diffuser des films. Enfin, je le faisais en fait un peu sur Twitch via un ciné-club qui s'appelle La Grotte Chaude, que connaît bien les Intergalactiques, parce que maintenant que Jal, tu es à fond dans le stream. Tu connais La Grotte Chaude qui donc est d'abord un ciné-club en physique à Paris et qui en fait pendant le confinement a commencé à streamer des films là très obscurs, vraiment série B, des trucs plus du tout édités, enfin vraiment des trucs qu'on a du mal à trouver. Il y a même une équipe derrière qui en fait numérise, travaille à la restauration des films, au sous-titrage. Voilà, donc c'est une belle équipe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je traînais beaucoup sur les lives et de fil en aiguille, j'ai pas mal discuté avec Pierre. Un jour, il m'a invité et puis j'ai commencé à streamer. Et je me suis dit oui, c'est plutôt intéressant de faire découvrir des trucs un peu obscurs aux gens, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a une demande. Alors la demande était particulièrement grande pendant le confinement, parce que je pense que les gens s'emmerdaient un peu. Ça a dû être ce qui s'est un peu passé avec les inters aussi. Mais complètement, on faisait absolument pas ça avant, et puis à partir de 2020 ça a été le décollage, quoi. Disons que le flou en plus sur le droit par rapport à ça, Twitch c'est toujours une plateforme qui permet d'accueillir ce genre d'initiative là. Du coup, c'est vrai que c'était plutôt une aubaine pour nous. Et au final, non, j'avais pas forcément prévu de diffuser des films sur Lyon, mais ça s'est un peu fait justement par hasard, en rencontrant ce disquaire, en rencontrant ce lieu, et qui m'a dit du coup, ça serait bien que ce que tu fais sur Twitch, tu le fasses dans la vraie vie. Après, ce que je diffuse, ça dépend. Là, j'essaie plutôt j'allais dire de ratisser large. Enfin, je vais pas passer un truc comme Ganjasaurus Rex, un espèce de kaiju à l'américaine qui est obsédé par la bœuf. Je me dis là, j'essaie quand même d'y aller mollo sur les nanars, parce que après, faut aussi qu'on ait un public réceptif, et pour le moment, on a un peu du mal à le trouver, même si je doute pas que les gens des inters seraient intéressés. Mais voilà, entre le festival et ce qu'on fait à côté, on brasse pas, c'est normal, le même public. Du coup, il y a aussi cette idée de commencer un peu tranquille et puis de voir si ça prend. Et à partir de là, peut-être qu'on pourra aller vers des choses un peu plus obscures, quoi. Pour le moment, ça reste des films assez bon enfant. Moi, je suis quand même très, très baignée dans l'horreur des années 80 et la science-fiction des années 80-90. Alors, pas forcément des choses très nanardesques, particulièrement des comédies horrifiques quand même. Les gens font parfois pas trop la différence entre les deux, mais il y en a une énorme. C'est que l'un n'est pas volontaire et l'autre si. Mais on surfe plutôt sur des genres qui sont rigolos, en tout cas qui peuvent être drôles, mais qui peuvent aussi être très angoissants. Et je trouve que c'est ça la grande force de ces films-là, c'est que il y a un côté très glauque, notamment dans le body horror, ce qui m'intéresse le plus. Il y a un côté très glauque, il y a des gens qui sont vraiment très dérangés par ça, alors qu'il y a un côté aussi très humoristique. Du coup, on surfe un peu sur différents registres émotionnels qui sont intéressants. Et c'est vrai que ça revient en ce moment au cinéma aussi, ce genre de film
films qui mélangent un peu les genres. Donc, je pense qu'en plus, c'est assez à la mode, tu vois. Et donc, parallèlement à ce que tu fais, ce que tu fais pour la Grotte Chaude, cette soirée, tu as donc le fameux compte Instagram qui porte donc ton pseudonyme. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, alors sur l'horreur est humaine est née aussi du confinement. Hein. En fait, j'ai accumulé je regardais plein de films de genre avec mon copain à ce moment-là, et je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir un espèce de petit cabinet de curiosité de ce qu'on a vu, de ce qu'on a aimé. Et en fait, ça a vite pris. J'ai rencontré pas mal de gens virtuels, parfois des gens qui sont devenus bien réels pour moi d'ailleurs. Et de fil en aiguille, j'ai intégré aussi des musiques assez référencées science-fiction horreur, plutôt de la même époque, 80-90. Et un jour, j'ai décidé de mettre une musique sur un extrait, sur une scène d'une série qui s'appelle UFO, que tu dois bien connaître, qui est une série de science-fiction des années 60 où, en gros, les meufs ont des perruques fuchsia et des bodys à paillettes. Et je me suis dit, non, mais attends, mais quoi de mieux que l'Italo Disco pour aller là-dessus? Et en fait, c'est à ce moment-là qu'a commencé ce concept qui a plutôt bien pris, de faire des fausses BO sur des scènes de films obscurs. Et du coup, je mêle en fait mes univers cinématographiques qui sont plutôt horrifiques ou de science-fiction horrifique et mes univers musicaux qui là sont un peu plus vastes mais qui restent un peu là-dedans. On est sur de la space disco, de l'EBM, de la techno assez dark, de l'indus, enfin tu vois, des musiques de la même époque mais qui n'apparaissent pas forcément dans les BO de films et qui souvent d'ailleurs rendent certaines scènes plus qualitatives quand on met des bonnes musiques dessus. Voilà pour mon compte Instagram. Et il se passe quoi dessus concrètement? En tout cas, tu postes quel genre de choses sur le compte? C'est ça en fait. Du coup, je poste sous forme de triptyque. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, je vais choisir une thématique un peu pétée. Donc, par exemple, les pizzas dans les films d'horreur. Et du coup, je vais choisir 3 scènes avec des pizzas. Par exemple, Freddy 3, où il y a une scène de pizza absolument ignoble où des petites têtes remplacent les olives. Et dessus, je vais mettre des musiques, alors soit qui sont vraiment dans le thème, soit qui sont complètement décalées. Ça m'est arrivé de faire un triptyque sur Hellraiser où je mettais de la funk française chez Brand des années 80 et bizarrement ça colle très bien, tu vois. Et en fait, le principe du compte, c'est ça, c'est vraiment de poster des triptyques. Le plus récent que j'ai fait, c'est sur ça me demande toujours un peu de recherche, hein. Là, c'était sur des faux prédateurs dans les années 80-90. Il y en a au moins une vingtaine de films avec des faux prédateurs, donc il a fallu faire une sélection. Voilà, puis des fois, tu vois, c'est sur des effets spéciaux que je recroise dans certains films. Par exemple, récemment, la plupart des gens ont vu Titane avec cette plaque de métal dans la tête. Et il se trouve que c'est quelque chose qui existait beaucoup dans les années 80. Donc, je suis allée ressortir 3 films avec exactement la même chose, le même principe, des énormes plaques de métal dans la tête. T'as par exemple Massacre à la tronçonneuse 2 qui utilise ce principe. Le but, c'est c'est ça en fait, c'est d'essayer de faire ressortir des esthétiques particulières, quoi. Des fois, c'est des ambiances. Il y a un petit côté expérimental aussi, expérimentation, image, son, voir ce que ça peut donner et s'amuser avec, tout simplement. C'est ça, oui. C'est cette idée d'esthétique en fait, c'est de croiser les genres et d'arriver à faire des ponts qui sont pas forcément évidents dans la tête des gens entre des univers ciné et des univers musicaux, alors quand même qu'il y a une grosse partie, notamment des musiques électroniques, qui sont très référencées et qui empruntent beaucoup à ces genres horrifiques de science-fiction, littéraire ou cinématographique. Du coup, l'idée, c'était aussi de proposer quelque chose d'un peu transgénérique, quoi, si tu veux, quelque chose qui arrive à faire des ponts. Et du coup, au-delà de faire découvrir des films, ce qui m'intéresse, c'est effectivement plutôt de faire découvrir des esthétiques et d'encourager les gens, du coup, à aller fouiller. Ouais. À aller fouiller. Oui, je me souviens, un sujet intéressant, je trouve. Tu avais fait un message il y a quelques semaines, sur les diggers. Ouais. Est-ce que tu peux dire, alors du coup, j'avais été un peu interpellé parce que je connaissais pas du tout le concept, etc. Est-ce que tu peux dire un petit mot dessus? Ouais. Alors du coup, ça croise un peu mon métier dans la vie, parce que moi de base, je suis archiviste en fait autour d'archives sonores, donc plutôt autour des musiques traditionnelles, musique du monde.
enfin musique traditionnelle du monde du coup, et c'est un milieu où on croise beaucoup de diggers, c'est-à-dire beaucoup de gens en fait. Les diggers, c'est des formes de collectionneurs, on pourrait dire, qui vont essayer de chercher la pépite. Ça peut être chercher la pépite dans les bacs de disquaires, dans les brocantes ou dans les archives justement. Et alors moi je me revendique pas du tout comme digueuse, tout simplement parce que déjà le digger souvent ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher du support physique pour le numériser et le mettre à disposition, ou même se faire de la thune dessus, par exemple en réinterprétant, en samplant des morceaux. Enfin voilà, il y a aussi une dynamique économique derrière les pratiques du digging, dont je rentrais pas forcément dedans, mais en tout cas voilà, c'est pas juste un milieu de collectionneurs, il y a tout un système économique derrière ça. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette profession, c'est qu'il y a effectivement un peu la manie du collectionneur. Moi, je l'ai pas nécessairement. Je m'appuie énormément sur leur travail, par contre, c'est-à-dire des comptes qui partagent beaucoup, comme par exemple Auto-Reverse, qui est aussi connu par les intergalactiques, qui a un site internet où il va aller chercher énormément d'archives audiovisuelles, de télévision ou de films ou de musique, ou d'images aussi, tout simplement. D'images, voilà. Et alors voilà, moi je m'en revendique pas parce que c'est quand même un travail énorme, notamment de faire de la numérisation et parfois de réparer des films, de reconstituer des supports. Enfin, ça demande aussi un travail technique et des compétences que je n'ai pas. Mais c'est un milieu qui prend de l'ampleur, je trouve, notamment dans le domaine du nanar, mais pas uniquement, dans le domaine de la musique aussi. Et je trouve que c'est intéressant quand même d'interroger aussi ces pratiques qu'on a. Est-ce que tu as même comme ça, de manière un peu brûle pour point, dégagé des problématiques que tu trouves dans ces questions-là? Carrément, dans le film, c'est visible, par exemple, moi je suis énormément de comptes sur Instagram ou sur YouTube de diggers qui donnent pas le nom des scènes qu'ils postent, c'est-à-dire le nom du film ou le nom du réal ou de la réal. Moi, ça me pose des questions d'un point de vue éthique, parce que du coup, tu mets quand même le doigt sur une œuvre qui t'appartient pas et tu mets un peu ton drapeau dessus en disant voilà, j'ai trouvé ça. Tu le mets à disposition sans donner la référence. Du coup, ça pose des questions éthiques. Ça se fait de plus en plus dans ce milieu-là du film. Et après, alors typiquement, quelqu'un comme Auto-Reverse ne fait pas du tout ça, pour pas. Enfin, il y a des bons diggers et des mauvais diggers. Alors, le bon digger, c'est celui qui poste. C'est celui qui poste, et le mauvais digger, c'est celui qui poste. Mais tu vois. Et en tout cas, dans cette volonté de mettre à disposition gratuitement. Il y a déjà des dérives. Alors quand il s'agit de questions économiques, on peut toucher là à d'autres questions, notamment d'appropriation culturelle, qui sont, enfin, on est loin d'avoir répondu à toutes ces questions parce que c'est un vaste débat, mais en tout cas, si on essaie de résumer simplement, je dis simplement parce qu'il y a plein d'autres questions dans l'appropriation culturelle, mais si on réduit ça par exemple à des pratiques économiques, oui, les diggers qui vont dans des pays étrangers pour aller chercher la pépite au milieu des bacs de disquaires et qui après la sample reprennent le son, font une créa dessus et ne respectent pas les droits et les ayants droit, du coup, ça pose là plus que des questions éthiques, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a une forme aussi d'appropriation culturelle. Alors en plus de pas forcément rendre à César ce qui est à César, il y a aussi l'idée de pas forcément référencer l'ethnie, la pratique culturelle qu'il y a derrière. Enfin, tu vois, il y a aussi des questions de représentation en fait dans l'espace public. Voilà, sachant que je le rappelle, le digging est quand même une pratique qui est majoritairement masculine. Donc il y a un peu ce côté conquérant, tu vois, un peu le syndrome du collectionneur, c'est quand même un truc vachement masculin, quoi. C'est toujours un peu bizarre. Enfin, c'est pour ça que moi ça me donne pas spécialement envie d'atterrir là-dedans et d'être représenté là-dedans. J'estime que c'est pas tout à fait ça que je fais non plus, quoi. Ça doit être, j'ai le sentiment aussi que ces retours c'est lié, enfin les retours que tu fais notamment par rapport à la présentation de sources, etc. C'est aussi lié à ton métier. Oui. Qui veut, enfin, si je dis pas de bêtises, je ne connais pas non plus que ça, mais qui forcément source et répertorie d'où ça vient, comment ça vient, etc. quoi. Oui, c'est ça. J'ai effectivement une déformation professionnelle qui fait que je m'intéresse particulièrement à la question des droits, sans pour autant je les respecte pas. Quand je poste des trucs, normalement j'ai pas le droit de les poster comme ça, mais j'estime qu'il y a une limite aussi, c'est-à-dire qu'il y a une limite entre ne rien diffuser et dans ce cas-là
on valorise plus rien, même tu vois dans l'univers du ciné, et on s'en tient finalement aux œuvres les plus connues ou alors les œuvres pour lesquelles on a les droits. Donc du coup, quand on n'a pas de thune, rien du tout. Soit voilà, il y a une limite quoi. On se dit, on a envie de diffuser des choses pour les valoriser et pour faire connaître aux gens d'autres pratiques culturelles, d'autres formes artistiques. Dans le ciné par exemple, mais en même temps voilà, faut quand même, je pense que le minimum c'est au moins de citer, d'inviter les gens à aller voir. La plupart des choses que moi je partage en l'occurrence sont sur YouTube, parce que bon, sur YouTube t'as énormément de trucs au niveau film, c'est assez incroyable. C'est rarement sous-titré, hein. On est souvent sur les versions originales, mais du coup j'invite aussi les gens à aller voir ça, à suivre les comptes des personnes qui partagent des films comme ça. Enfin, des fois c'est même partagé par le réal lui-même qui ne touche plus les droits et qui s'en fout parce qu'il sait que ce qu'il a fait c'est quand même un vaste nanar. On va dire quand même que dans l'univers des nanars, la question des droits elle est pas non plus fondamentale dans le sens où il y a pas grand-chose qui vont aller chercher ça, tu vois. Parfois même les gens qui ont oublié qu'ils avaient fait ce film il y a 40 ans. C'est ça, des fois t'as même du mal à retrouver les équipes quoi. Donc mais voilà, je pense qu'il y a un minimum quand même, et puis au moins par rapport au public, je trouve que c'est quand même normal de donner le nom du réal ou de la réalisatrice quoi. Et souvent c'est ce que je te dis, il y a un peu ce côté chasse gardée, donc je ne le fais pas, j'ai trouvé la scène pépite que je partage telle quelle, et puis voilà, donc c'est une autre démarche on va dire. Ok. Eh ben, écoute, je te propose de passer au gros de cette discussion, c'est-à-dire la soirée qui arrive samedi prochain. Tu as aussi préparé quelques petits sons, je le dis à l'antenne, si jamais tu veux en passer un moment, tu me dis, hein, j'ai la petite playlist toute prête devant moi, donc il n'y a aucun souci. Trop bien. Eh ben écoute, on peut présenter rapidement la programmation de Putréfiction de samedi, et puis après si tu veux tu pourras passer le teaser qui a été fait par 2080. Tout à fait. Eh ben écoute, je pose la question dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qui se passe samedi, Camille? Il se passe plein de trucs. Alors, à partir de 14h jusqu'à 18h, on va accueillir quelques stands, pas beaucoup parce que c'est un petit lieu, mais des stands ultra qualitatifs sur la thématique d'Halloween. Alors, une illustratrice qui s'appelle Zapatrax, qui est aussi tatoueuse et qui est assez connue à Lyon. Un illustrateur qui s'appelle Simon Rateau, qui fait pareil des illustrations horrifiques assez mignonnes en fait, assez enfantines mais glauques. Pas du tout dans le même univers que Zapatrax, mais il y a quand même cette idée de mignon, gentil et horrifique à la fois. Voilà, donc ils vont proposer pas simplement des illustrations, mais aussi des objets du type badge, tarot, tote bag, des choses comme ça. On accueille aussi des bougies. Alors Maple Handcraft Co, elle a une boutique avec Zapatrax dans Lyon qui s'appelle Encre et Cendre. Et elle fait des bougies qui sont assez ouf au niveau des senteurs. Il y a vraiment, elle va vraiment chercher des ambiances particulières. Alors l'automne et Halloween, c'est sa période préférée pour ça. On accueille Dr Lloyd, du coup, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui lui va proposer sa sélection de disques sur la thématique horreur et années 80. Et enfin, on accueille, et ça c'est très chouette, la librairie à Soi, qui est une librairie spécialisée dans les féminismes, qui est rue Pizet à Lyon 1er. Et on a fait en fait avec elle une sélection d'œuvres, alors à la fois des romans, mais aussi des BD, des romans graphiques, des tarots, des choses comme ça, autour justement d'univers horrifique. Il me semblait que c'était intéressant pour cet événement justement de donner la parole, de donner à voir en fait et à lire du coup d'autres approches de l'horreur. Il y aura un peu de science-fiction aussi, mais surtout de l'horreur, qui soulève beaucoup de questions au niveau des genres, de la représentation des femmes, des féminismes, entre autres, de l'écologie aussi, ce qui est lié au féminisme. Donc ça donne un peu un angle engagé aussi à cette journée. On est très content de les accueillir. Donc ça, c'est de 14h à 18h. Ça va mixer toute la journée. Il y aura de quoi boire. Tout le monde est bienvenu. Du coup, il y a de la place. Et à partir de 18h, je diffuse une pépite des années 80 dont je tairai le nom. Ah bon? Je tais le nom. Mais il y a l'idée du film mystère, en tout cas. Il faut savoir que ce film ne fait pas peur, parce que j'essaie de faire attention à ça, en me disant que peut-être tout le monde n'est pas ouvert et ouverte à l'horreur flippante. C'est un film, on va dire,
très kitsch, mais volontairement kitsch. C'est une comédie horrifique des années 80 qui est relativement connue. Je dis bien relativement connue dans l'univers des comédies horrifiques. Et ce qui m'intéressait, c'est vraiment l'esthétique qui est hyper poussée sur les années 80 et vraiment exagérée, parce que c'est le propos du film en fait, de représenter l'Amérique capitaliste mais entre quatre murs. Donc c'est une famille hyper cliché et les costumes sont incroyables, les décors sont fous, le monstre il ressemble à rien, mais du coup il est absolument fantastique. Et c'est un film qui est très drôle. Du coup on le diffuse et puis après je vais proposer, je pense à partir de 20h, 20h30 par là, un quiz thématique autour des années 80 où alors ce n'est pas un blind test, je vais passer uniquement des horreurs musicales des années 80 que personne ne peut connaître, sauf peut-être quelques personnes maso. Okay. Et en fait, je vais poser des questions qui seront en lien avec ce qu'on verra ou ce qu'on entendra, mais qui ne seront pas le nom de la chanson. Voilà. Donc, tout le monde peut le gagner, ce quiz. C'était un objectif que tout le monde ou personne puisse le gagner. Et du coup, il y a des lots à la clé. Je suis allée chercher dans mon placard des DVD, enfin t'as Elvira, des trucs comme ça, t'as Véronique et Davina en 45 tours, enfin vraiment des trucs perchés des années 80 quoi, à gagner. Un magnifique téléphone bouche rouge des années 80. Celui-là j'ai eu du mal à m'en séparer, mais je m'en sépare. Pour la soirée quoi, tu donnes vraiment. Je donne de moi. Et après on enchaîne sur les DJ sets à partir de 21h30 et là on va accueillir 4 DJ. Rayam Rayam qui a déjà mixé la dernière fois, avec qui j'ai fait la sélection, qui va partager de la musique, des musiques électroniques, une partie qui vient des années 80, une partie qui est plus récente mais qui est très référencée 80 parce que c'est à la mode, avec un côté un peu dark, un peu horreur. Voilà, en tout cas qui se danse quoi. Après on accueille Time Loop Control qui est un DJ lyonnais aussi qui là est vraiment sur de la synthwave. Et ensuite, on va accueillir Edouard Morton et Jean Moula, deux bénévoles des Intergalactiques très impliqués. Ils font partie de l'équipe de programmation et notamment liés à la musique du festival. Et qui font un bon travail là-dessus. Et Edouard Morton et Jean Moula qui se sont transformés en l'anti-garlic crew. Ah oui. Et qui vont être en vampires et qui vont proposer des trucs qui, ils m'ont dit, ça tabasse un peu la violence. Ok. Voilà, c'est un bon résumé, je trouve. Ça tabasse un peu la violence et pareil, c'est très référencé. Enfin, c'est le thème de la soirée, horreur 80. Donc, venez déguisés, si vous venez, si c'est possible. Si vous êtes trop timide, on vous accepte quand même. Enfin, même un serre-tête Mickey, on l'accepterait. Des oreilles de chat, on les accepterait. Mais en tout cas, moi, j'aurais un énorme brushing des années 80 et une jupe léopard violette fluo. Eh ben, ça promet. Voilà. Tu veux passer le teaser de 2080 ? Je vais complètement passer le teaser de 2080. Et voici, c'était donc 2080 avec Spaceship Disco.
Ouais, Disco Pop. Ah, Spaceship Disco Pop. Tout à fait. Il a fait, oui, une nouvelle version de ce teaser. Il en avait fait une première à la base pour la première édition de Putréfiction. Et il a rien dit. Il a fait ça tout seul, sans rien nous dire, tellement il est content de pouvoir, parce que lui, c'est son métier, de tisser des liens assez clairs entre monde graphique, cinématographique, jeux vidéo et musique. Donc, ça lui parle bien, ce genre de soirée. En tout cas, oui, c'est un beau soutien du festival. On l'avait accueilli en 2000. Je suis perdu dans les dates à cause du Covid. C'était il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. 2019 même. C'était en 2019. Ouais. Non, attends. Oui, si, peut-être bien. Ça devait être ça. Je crois. Bon, je me perds à cause du Covid. En fait, je suis un peu perdu dans les. Je compte plus en édition qu'en date. Covid -1, non, je ne sais plus. Mais oui, en tout cas, il avait fait un super live. Et qu'est-ce qu'on peut te dire beau sur 2080 du coup? Bah Walid, c'est son métier d'être compositeur, aller voir son Bandcamp déjà. Et puis 2080, du coup, il a effectivement une musique très référencée dans ses univers de science-fiction et puis aussi du coup de rétro gaming. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup de savoir aussi sur les constructions de ces musiques-là, de ces univers et notamment sur les instruments. Il est très calé technique, instruments, moi pas du tout. Et du coup, c'est hyper intéressant de l'entendre parler de ça. On espère du coup pouvoir organiser une soirée avec lui. J'espère la prochaine édition de Putréfiction. L'idée, c'est qu'on en fasse tous les 3-4 mois, un truc comme ça. Potentiellement autour de la thématique du rétro gaming. Et là, lui, sa musique, forcément, elle est faite pour ça. Et alors sur cette compo-là, il s'est inspiré de musique que moi j'aime beaucoup, et notamment de la space disco. Enfin, voilà, t'entends ce côté un peu inquiétant et en même temps ce côté disco. Parce que la space disco, du coup, tu avais mixé lors de la brocante intergalactique en avril dernier lors du festival, et c'est le moment qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, toi et le festival. Et tu t'es parlé déjà beaucoup de space disco, même on avait une bannière Space Disco, enfin Space Disco partout. Qu'est-ce que ma question, c'est quoi la Space Disco? Alors, en plus, moi, je parle d'un truc qui n'existe pas. Souvent, je parle de Space Music. Et ça veut rien dire, parce que c'est pas une catégorie musicale existante. Mais c'est comme ça que je classe mes musiques, tu vois. Des fois, ça va être les vampires qui chantent, enfin bon, bref, du coup, c'est la space disco, sur le coup, c'est une réalité. C'est une musique qui a démarré plutôt dans les années 70. Je pense que le père fondateur un peu de cette musique-là, même si bon, en vrai, c'est impossible, tu vois, de remonter à une seule personne, mais en tout cas, c'est le plus connu, c'est Giorgio Moroder quand même, que tout le monde connaît parce qu'il a fait notamment Chase pour Midnight Express. Il a fait aussi la musique de l'Histoire sans fin, non, comment ça s'appelle le monde de l'Histoire sans fin? C'est on peut se rediffuser il y a pas longtemps. Ouais. C'est pas grave. Ouais, non, j'ai pas retrouvé. Comme par hasard, j'ai un trou au moment où il faut pas, comme d'hab. Et puis il a fait aussi la BO en horreur. Il a notamment fait la BO de Cat People, où c'est bien connu parce c'est David Bowie qui chante dessus. Putting on fire with gasoline, tu vois. Et en fait, il est aussi connu pour avoir fait, avoir travaillé avec Donna Summer sur son album le plus connu. Enfin, en fait, Giorgio Moroder, il est un peu partout. Et il a du coup teinté beaucoup de musique populaire de son petit son de space disco qu'on entend là aussi dans la compo de 2080. La space disco, comment la définir? C'est de la disco déjà, du disco on dirait plutôt, qui a une forte inspiration liée à l'espace, à la fois dans ses représentations, donc les costumes, souvent c'était des gens hyper bariolés sur scène. Qui plein de paillettes. C'est ça, voilà. En fait, c'est une représentation hyper utopique de l'espace. On est dans les années 70, donc il y a vraiment cette idée, on vient de marcher sur la Lune, a priori, Si. Je crois quand même qu'on a marché sur la Lune, hein. Et du coup, il y a vraiment ce côté, l'espace, terre refuge, terre de joie, quoi, tu vois. En gros, un peu comme dans Star Trek, en gros, un jour, on n'aura plus rien à foutre, l'argent, ça aura plus de valeur, donc on pourra aller sur des planètes Club Med dans l'espace, quoi. Et là où déjà la science-fiction cinématographique de l'époque tapait vachement dans ce registre, alors t'avais UFO, t'avais bien sûr Star Trek qui est relativement dark par rapport à d'autres séries, t'avais aussi Buck Rogers où vraiment
c'est ce délire de les robots qui te servent des cafés, quoi. Et puis après, youpi, on va faire des grandes fêtes dans l'espace avec d'autres espèces intergalactiques. Bon, du coup, moi j'aime bien ça parce que je trouve que c'est une façon de voir la science-fiction qui est hyper joyeuse et très ridicule. Du coup, il y a un côté très drôle et la space disco, c'est vraiment emparé de ce côté humoristique justement de Giorgio Moroder. C'est pas 100% premier degré tout le temps. Enfin, il y a un côté léger en fait qui est complètement assumé dans sa musique et ça, on le perd un peu après par rapport à l'évolution de la science-fiction en fait. À un moment donné, le disco, les paillettes, tout ça dans l'espace, ça a plus trop de sens quand on est en pleine guerre froide, la menace de la bombe nucléaire. Enfin, tu vois, c'est plus tout à fait d'actualité. Et puis surtout la course à l'armement. Mmh. Et donc, on va arriver dans une période dans les années 80, en fait, deuxième moitié des années 80 à peu près, où les représentations sont beaucoup plus dystopiques, beaucoup plus dark, et où la musique évolue avec. C'est-à-dire que c'est l'électro, Kraftwerk, c'est tout ça aussi. Elle se fait plus dark quand même. On va même après vers d'autres types de musique. Je pense que j'en ai sélectionné quelques-unes si tu veux en faire écouter tout à l'heure, mais des musiques beaucoup plus industrielles, quoi. Si tu veux, on peut essayer enfin, ça va être un raccourci énorme. Question, ouais, est-ce que la musique de la soupe aux choux, c'est de la disco? Oui, complètement. Non, je pense que c'est peut-être pas du disco, mais c'est de la space music, oui. Bah oui, carrément. Ça a même fait, je pense, contribuer à faire connaître ce concept de space music, etc. Une des premières compositions synthé de l'histoire du cinéma français. Ouais. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que alors là, oui, la soupe aux choux, c'est directement référencé space music parce qu'effectivement, il y a l'idée de l'alien qui vient de l'espace, tout ça, la soucoupe, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a même des musiques qu'on écouterait de l'époque où on pourrait se dire c'est de la space music alors qu'elles n'ont pas du tout été pensées comme ça. Mais en fait, les sonorités, notamment des synthétiseurs de ces années-là, nous ont tellement marqués que on va faire des raccourcis. Il y a des images qui collent à certains instruments, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, quelqu'un comme 2080, là par exemple, cette compo qu'il a fait pour le teaser, c'est quasiment que des synthés des années 70, parce qu'il y a des sonorités qu'on retrouverait pas aujourd'hui et qui nous évoquent en fait cette vision-là de l'espace. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que pour te donner un exemple un peu con, Jean-Michel Jarre, je suis tombée sur une archive l'autre jour, on lui demandait, une archive télé, on lui demandait, bon, vous faites la musique du futur, et il répondait, ah non, moi je fais la musique du présent parce que je travaille avec des instruments du présent, quoi. Mais ils étaient vite catégorisés comme ça, en fait. Ouais. Et en fait, c'est parce que il y a quelque chose qui est lié justement au cinéma, c'est qu'à cette époque, c'était tellement peu cher de composer avec des synthés, il y a plein de productions ciné qui justement n'avaient pas beaucoup de thunes, notamment dans le domaine de l'horreur et de la science-fiction, qui ont surutilisé le synthétiseur, ce qui fait que ça colle un peu à la peau de ces instruments de cette époque, quoi. Ouais. Ils ont imagé, en fait, ils ont servi à illustrer des images de science-fiction et d'horreur énormément. Là où on n'avait plus besoin d'orchestration, quoi. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Carpenter a commencé à faire ses propres sons aussi. Tout à fait. Ça a coûté 0 thune, et ce qui est, ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, on prête aussi une histoire, une image à ces instruments, alors qu'à la base, c'est juste des instruments, des sonorités. On aurait pu complètement en faire autre chose. Mais aujourd'hui, c'est encore une référence commune. On pourrait peut-être écouter justement un son de l'époque qui me semble bien approprié. Alors, je n'ai pas sorti de Giorgio Moroder, j'ai sorti quelqu'un d'autre qui est très connu aussi à l'époque, qui s'appelle Patrick Coley. Je suis désolée si je prononce pas bien son nom. Et lui, il est assez connu notamment pour avoir fait un son qui s'appelle Megatron Man, qui est c'est un des pionniers des musiques électroniques. Et donc, vous pouvez écouter Sea Hunt.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et je suis toujours en compagnie de Camille, aka L'horreur est humaine, pour parler de la soirée du 29 octobre, samedi prochain, au Rivers Halloween. Et là, on vient d'écouter un peu de Space Disco avec des chœurs et des jolis synthés. C'est hyper psychédélique en fait, la Space Disco. Enfin, c'est ce que je te disais en off. Tu as vraiment cette image de la science-fiction, des séries de science-fiction de l'époque, quoi, hein, où tout le monde est en robe, en vaseline, comment on dit? En vaseline. En vaseline. C'est pas pratique, les robes en vaseline, putain. C'est une autre époque. En mousseline, non, plutôt, hein. À moitié transparente. Et oui, t'as ce côté psychédélique un peu planant, mais en même temps t'as un peu ce côté inquiétant aussi, tu vois, de la science-fiction, de l'autre. Volonté de montrer un peu l'étrange, de montrer autre chose, un ailleurs. Voilà, c'est ça. Et là, on est du coup visiblement sur des sirènes de l'espace. C'est quand même pas mal comme concept. Et je t'en parlais du coup. C'est intéressant. Je rebondis sur les sirènes de l'espace, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le vocabulaire de l'exploration spatiale est un vocabulaire nautique. Ouais. Des vaisseaux, enfin tout ça, c'est vraiment hérité de la navigation navale. Et donc les sirènes ont toute leur place au sein de l'espace. Et tu vois, est-ce qu'il y a beaucoup de films sur les sirènes de l'espace? D'être dans Doctor Who. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont tout fait, mais. Oui, c'est ça, exactement. Faites un film sur les sirènes de l'espace. Star Trek aussi, c'est sûr, ils ont dû faire un truc du genre. Ils ont fait des sirènes de l'espace, ils ont dû le faire. Mais bon, ça manque un peu quand même, les sirènes de l'espace. Oui, et du coup, ce qui est assez, c'est une musique quand même qui est assez spéciale. Je sais que il y a des gens sur la brocante des Intergalactiques l'an dernier qui avaient jamais entendu un truc comme ça et qui étaient un peu fascinés parce que quand on baigne un peu dans les musiques électroniques et qu'on essaie d'en faire un peu l'historique, c'est finalement assez connu. Mais globalement, les gens connaissent pas du tout ça, quoi. Ce qui me permet de rebondir sur autre chose, du coup, que je te racontais en off aussi, c'est en ce moment, il y a un truc qui revient pas mal, ça s'appelle la library music, library du coup, comme ça se prononce, qui n'est pas une musique qui était vouée à être éditée et vendue à la base. C'était des compositions qui étaient spécialement faites pour les documentaires radio, télé, justement à pas cher, comme ce que je disais tout à l'heure en fait, sur le fait que l'utilisation des synthétiseurs, ça permettait de faire énormément d'économies. Donc, t'avais tout un tas d'artistes qui étaient justement recrutés pour représenter les documentaires. Alors sur le coup, j'ai pas retrouvé. Enfin, j'ai les sons, j'ai beaucoup de sons parce qu'aujourd'hui ils ont été réédités en disque, en anthologie, tout ça, notamment par Born Bad Records, qui est du coup qui fait beaucoup d'anthologies, qui va chercher beaucoup d'archives musicales, tout ça. Par contre, c'est un peu, j'ai pas trouvé les documentaires qui allaient avec. Du coup, j'aimerais bien savoir ce qui servait à illustrer, mais c'est pas plus mal parce qu'on peut aussi se faire nos propres images à partir de ces sons. Et tu vas voir, du coup, c'est hyper justement imagé. Enfin, c'est une image mentale très facilement en fait en écoutant ça. Et du coup, je te propose de mettre un truc un peu spécial puisqu'il s'agit de Nicolas Perrac. Nicolas Perrac, à la base, c'est un chanteur de chansons françaises un peu pour midinette des années 70-80. Et en fait, je ne savais pas que Nicolas Perrac, comme beaucoup en fait d'artistes français de l'époque, a touché au synthétiseur et nous sort une espèce de teaser de générique d'un truc hyper horrifique qui pourrait illustrer Stranger Things, quoi. Ok, donc c'est Nicolas Perrac et c'est Rite. C'est parti.
donc voilà, c'était Nicolas Perec pour Rite. Donc on était sur la Library Music. Ça avait vachement pensé à du giallo, tu vois. Ouais. T'as envie de mettre ça sur du giallo, il y a un truc hyper angoissant et rétro là sur le coup, ça fait presque un peu fin 60, tu vois. Ça pourrait être du mince, comment je peux oublier le nom de ce réalisateur, Dario Argento. Ouais, c'est ça, ouais. Bah c'est ça, et tu vois, je sais pas exactement à quoi ça a servi, enfin qu'est-ce que ça a illustré. Et c'est ça qui est intéressant un peu dans ces musiques, c'est c'est vachement référencé. Mais elles se trouvent où du coup? Eh ben, donc tu les trouves très facilement sur les plateformes. Enfin voilà. Donc c'est des choses qui ont été ressorties, en gros, qui traînaient dans des banques de sons et qui à un moment ont été. Ouais, tout à fait. Qui traînent dans des banques de sons, dans des centres d'archives, notamment de l'audiovisuel. Donc parce que justement, comme je te disais, ça a servi notamment à illustrer des documentaires de l'ORTF. Donc c'était encore pas mal détenu dans les radios, surtout les radios. Il y en a eu beaucoup en Allemagne et en Italie aussi, c'est des gros mouvements, mais il y en a eu énormément en France. Et je pense que c'est compliqué de lier tous ces mouvements musicaux, mais ce qui est sûr, c'est que ça a eu un énorme impact sur les musiques électroniques actuelles. Mais c'est insoupçonnable, quoi. C'est-à-dire l'impact, il doit être immense. Et en fait, comme c'est des choses qui se sont un peu perdues avec le temps, on s'en rend pas compte, quoi. Et c'est des gens qui bidouillaient un peu dans leur coin, tu vois, comme il y a plein de gens qui bidouillaient sur les synthés dans leur garage. Bon. Et aujourd'hui, ça ressort beaucoup parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des disquaires qui en avaient quelques-uns, tu vois. Et via des plateformes comme Discord, ça a permis en fait de constituer des collections, c'est-à-dire des gens qui croisaient leurs collections et qui se rendaient compte que il y a vraiment quelque chose à faire autour de cette thématique et qui du coup se sont rencontrés. Et donc, tu as commencé à avoir des disquaires qui étaient spécialisés là-dedans. Et d'où, alors je ne sais plus comment s'appelle cette anthologie que je vous encourage à aller voir, Cosmic Machine, je crois qu'elle s'appelle comme ça, d'où l'anthologie de Burn Bat Records, qui là sur le coup n'est pas réédité, mais qu'on retrouve sur YouTube, sur Deezer, Spotify, tout ça. Okay. Enfin, voilà. Donc c'est complètement accessible si on cherche ça. Ouais, carrément. Ça serait les mots-clés, ce serait librairie, musique, je le dis sans accent du coup. Ouais, librairie du coup. Librairie, oui, c'est ça. Avec un Y à la fin. Ouais, et puis je pense que si les gens cherchent une entrée parce qu'ils connaissent pas cette musique et que ça les intéresse, il faut absolument aller voir Brian Bennett. Donc Brian Bennett, comme ça se prononce avec 2 T à la fin de Bennett, qui est vraiment un pionnier dans ce type de musique-là, justement hyper atmosphérique. Voilà, il y a pas de paroles, c'est pas une musique couplet-refrain. Enfin, t'as compris quoi. Et c'est super intéressant comme monde musicaux. Sur le coup, Dr Lloyd qui sera là samedi a une belle collection qu'ils ne vend pas pour le moment, mais il nous fera peut-être le plaisir de mettre quelques de les faire disques. écouter. Ouais. Et du coup, comme on disait aussi hors antenne, on a pas mal parlé de science-fiction, donc on peut aussi parler de horreur et musique. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que ça a été très illustré par les synthés. Mais à partir des années 80, il y a eu une espèce de manie dans l'horreur d'aller chercher les tubes du moment, tu vois. Ce qui fait que on allait chercher du rock, du métal, puis à bout d'un moment beaucoup de métal. Ouais. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression, enfin notamment je pense le public français qui aime l'horreur est souvent très baigné dans le métal. Personnellement pas du tout. Mais du coup, c'est rigolo parce que souvent sur mon compte Instagram, on me dit "Et toi, t'écoutes du métal?" Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un lien. Moi, j'ai vu que je suis un peu plus vieux que toi, donc on va dire je fais presque un peu partie de l'ancienne génération, pas encore, mais j'y arrive. C'est que moi, j'ai découvert donc toute cette filmographie de genre horreur, science-fiction, etc. Et notamment horreur chez notamment un de mes amis et qui faisait partie d'un gros groupe d'amis, qui étaient tous fans de tout ça et qui étaient tous des métalleux. Et oui. J'étais le seul non métalleux parce que j'écoutais des trucs de temps en temps qui me filaient, mais j'ai pas l'oreille musicale pour un sou. Et effectivement, mon groupe d'amis fans de Sinbad Jar, c'était tous des métalleux dans les années 90, quoi. Parce que ça reste effectivement hyper référencé horreur aussi. T'as Rob Zombie, tout ça, tu vois, qui finalement contribue aussi à nourrir ces liens qui existent réellement. Mais étrangement, les gens oublient un peu le lien fait entre horreur et musique électronique. Alors, la Synthwave l'a beaucoup fait quand même. Des groupes comme Justice, notamment, dans les années 2000-2010, ont beaucoup contribué à refaire ces liens. On oublie. C'est un grand mot, mais en France, il n'y a pas eu une grosse production de musique gothique, par exemple, comme il y a eu en Angleterre, notamment. Et en fait, pour moi, c'est typiquement la musique qui illustre le mieux les films d'horreur. Et pourtant, j'ai entendu ces musiques. Donc, le rock gothique, c'est par exemple Siouxsie and the Banshees, Bauhaus, enfin des groupes
pop, enfin ce qu'on appelle le post-punk en fait, donc c'est rock mais plutôt quand même pop et plutôt joyeux, alors que t'as quand même un côté hyper dark derrière où ils utilisent des voix de vampires comme ça, Sisters of Mercy, enfin tous ces groupes qui en fait souvent après on finit par faire du métal. Ministry par exemple qui est très connu pour avoir chanté Every Day is Halloween et qui a fini par faire du métal. Ces groupes ils ont démarré par un tout autre du rock qui notamment utilisait des musiques électroniques. Dans le gothique, il y a énormément de musique électronique aussi dans le rock gothique. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que ça a été très peu exploité dans le cinéma d'horreur de l'époque. Tu vois, t'as quelques morceaux, t'as un morceau de Bauhaus qui s'appelle Stigmata Martyr qui est absolument incroyable dans un film qui s'appelle La Nuit des démons. Incroyable film, merdique mais incroyable, que j'ai beaucoup hésité à le passer samedi d'ailleurs. Et t'as du rock gothique dans Demon 2. Voilà. Mais sinon, globalement, c'est très très peu utilisé. Ça a été remis au goût du jour dans la saison 5 de American Horror Story Hostel, où ils ont réutilisé beaucoup de rock gothique sur des vampires justement. Et en fait, ça colle tellement bien. Et du coup, je vous propose d'écouter un groupe qui s'appelle Psyché, ça c'est vraiment toute fin 80, début 90, on l'entend dans les sonorités. C'est la 6e JAL, Unveiling the Secrets. Et si vous voyez pas un film des années 80 horrifique, un peu débile, je sais pas ce que vous voyez, mais ça m'intéresse. Et ben c'est parti. Et voilà, c'était donc Psychique avec... Psyché, ah oui, Psyché. Moi, mes mauvais avec des vampires qui chantent. Comme on disait, ça ressemble vachement au rythme de Goblins, de ces... Alors pas forcément du giallo, mais en tout cas de ces productions ciné-italien horrifiques des années 80.
Tu disais aussi Day of the Dead. Ouais, bah oui, Zombie de Romero, ça peut faire penser, enfin sur certaines rythmiques ou certains, etc. On peut retrouver un peu ça, je trouve. Carrément. Mais ils ont pas les voix des vampires. Et ça, quand même, c'est un plus. Eh ben, écoute Camille, on va pas tarder à rendre l'antenne. Donc, je propose de refaire un petit point sur la soirée de samedi qui arrive tout simplement. Donc, c'est donc ce samedi 29 octobre au Rivers de 14h à minuit 45 avec tout un programme. Si les gens veulent venir, comment ça se passe pour eux ? Déjà, c'est gratuit, sur prix libre en fait. Donc, on vous propose de mettre 0 à 7 euros à plus en fonction de comment vous voulez soutenir la soirée et le lieu qui nous accueille aussi. Et ensuite, vous venez quand vous voulez. Même en pleine diffusion du film, c'est possible de venir. C'est pas du tout. L'idée, c'est pas non plus d'être cloîtré à sa chaise et d'être super sage. C'est pas tout à fait ce genre de film. Donc, sentez-vous libre de venir quand vous voulez et si possible déguisé. Ça serait bien, ça, d'être déguisé. Sur les thèmes, du coup, horreur et ou années 80. En mode Halloween, quoi. Années 80. Venez avec vos mulets, s'il vous plaît. Ouais, je vais essayer de me raser la tête et voir ce qu'il y a derrière. Ça peut suffire. Ce qui reste, ouais. Ouais, non, il reste pas grand-chose. Super. Et après, oui, comme tu le disais, c'est 14-18 heures, on a des stands. Entre 18 et 21 heures, il y a le film et un quiz. Et après 21h, 21h30, il y a 3 DJ sets. Donc de la musique, sachant que moi je serai aussi à ce moment-là. Alors pour les Lyonnais, venez, vous êtes obligés. Pour les non-lyonnais éventuellement qui écouteraient cette radio, qui écouteraient le podcast, je serai sur Twitch aussi pendant ce temps-là. Je prendrai quelques petits moments de la soirée un peu en direct, etc. pour, on va dire, prendre l'ambiance. Je sais que la commu Twitch intergalactique trouve l'idée géniale. Trop bien. Je l'ai présenté à l'FAQ de vendredi dernier. J'ai fait dire on va faire ça et puis ils ont fait trop cool, etc. Ils sont même un peu en demande de ça en fait, qu'on présente un peu ce qui se passe hors les murs. Ils vont tous venir à Lyon. Et voilà, du coup on twitchera aussi un peu un peu l'ambiance, etc. Cool. Puis moi je serai derrière. Tu twitches le film aussi, du coup tu le stream. Ouais, je streamerai, je pense. Trop bien. Ouais, de ouf. Trop ça sera pas très compliqué. Parfait. Eh ben super, un énorme merci à toi Camille d'être venue cet après-midi à l'antenne de Radio Canu. Merci Jal. On te retrouve donc samedi au Rivers, samedi 29 octobre de 14h à minuit 45 pour l'Halloween Party Putréfiction 2. Et ben merci encore Camille. Merci. Et vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. C'était le 71e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Bonne soirée à tous.